Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire d'Ouranos du mercredi. Mon nom est David Huard et il me fait plaisir de vous présenter Alexandre Nolin, qui termine actuellement un doctorat à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue sous la direction de Yves Bergeron et Jacques Tardy. Les travaux d'Alexandre portent sur la reconstruction, la prévision des crues printanières dans la région du lac du Parquet, pour lequel il développe des nouveaux proxys en application et application en dendrochronologie. Je voudrais dire que c'est un projet qui a été développé dans le cadre de l'ancien programme énergie. Et l'intérêt spécial qu'on voyait à ces travaux, c'est que les proxys dendrochronologiques, normalement, représentent bien des moyennes saisonnières ou annuelles, mais ces proxys-là permettent d'aller chercher des maxima, ce qui est intéressant pour l'analyse de risque et la prévision des crues. Sur ce, je laisse Alexandre faire sa présentation et il y aura du temps à la fin pour des questions. Bonne présentation. Alexandre, à toi. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité de pouvoir vous présenter aujourd'hui comme un petit peu la synthèse de ces travaux de doctorat qui portaient sur, d'une part, la reconstruction des débits printaniers et des phénomènes d'inondation printanière pour comprendre un petit peu les mécanismes climatiques derrière le déclenchement des inondations de dégel printanier et puis utiliser ces nouvelles connaissances pour ensuite projeter des trajectoires prévisionnelles de ces inondations printanières sous des scénarios futurs de scénarios climatiques. Okay. Donc, pourquoi on s'intéresse aux inondations? Ma zone d'étude se situe à la frontière entre l'Ontario et le Québec, sous le lac Abitibi. Et dans cette région, le réchauffement des températures qu'on observe depuis les dernières décennies commence à un rythme environ 2 fois plus rapide que l'hémisphère nord et engendre tout un tas de conséquences dans les cycles hydrologiques des rivières. Mais ces conséquences hydrologiques, ces inondations qu'on observe de manière plus fréquente et plus sévère, pour l'instant, on n'est pas certain que ce soit une conséquence directe du changement climatique et il est vraiment important de comprendre si ça fait également partie d'une variabilité naturelle historique associée ou non au réchauffement des températures des dernières décennies. À l'échelle du Canada en entier, et particulièrement dans la région ici qui est la région d'études, l'Est du Canada boréal, à la frontière entre l'Ontario et le Québec, on manque de données hydrologiques à la fois spatialement et temporellement pour baser des analyses de tendance, ce qui fait qu'on n'a pas encore de consensus clair sur la direction de changement ou la présence de changement dans le régime des rivières. En termes de projection, le consensus est un petit peu plus clair si on se place encore une fois à l'échelle du Canada global. Ça peut changer à l'échelle de bassins versants particuliers. Et les projections prévoient un réchauffement donc, des températures, ce qui diminuerait la quantité de neige et l'équivalent en eau de la neige accumulée en hiver, avec une proportion plus fréquente de cycles de gel-dégel, de pluie sur neige ou d'événements de fonte en hiver, ce qui participerait à drainer une plus grande partie de l'eau contenue dans le couvert neigeux pour les débits hivernales et donc laisser moins d'eau disponible pour alimenter l'amplitude de la crue de dégel printanier qui arrivera en même temps un petit peu plus tôt. Donc ces débits de dégel plus hâtifs et de plus faible amplitude viendraient moins longtemps supporter les débits d'été qui atteindraient des sécheresses un petit peu plus prononcées. Ça, c'est le consensus un petit peu général sur les projections climatiques dans le débit des rivières à l'échelle du Canada. On va voir que ça peut un petit peu changer pour la zone d'étude. Alors, dans un cadre de manque de données hydrologiques pour baser nos analyses, ce qui est intéressant, comme l'a dit David, c'est de s'attacher à l'étude des proxys climatiques, qui sont comme des indicateurs de substitution à nos capteurs hydrologiques. Et dans le cadre de mon doctorat, j'ai étudié les forêts riveraines de frênes noirs, qu'on appelle des frênets noirs. Ici, vous avez des photos sur le bord du lac du Parquet. Donc, vous voyez que c'est des forêts qui sont inondées de manière périodique et assez prolongée au printemps. Par exemple, ici, pendant la crue majeure de 2019, on pouvait voir que les arbres étaient inondés à des hauteurs d'environ 2 mètres et que le niveau d'eau persistait dans les peuplements forestiers jusque début juillet. Alors, comment utiliser ces arbres pour reconstituer l'historique des inondations, pour extraire de l'information hydrologique?
On a tous dans l'idée que si on compte les cernes des arbres, on peut remonter le temps et compter l'âge de l'arbre. Donc, les cernes de croissance fournissent de l'information sur l'environnement de croissance de l'arbre à une échelle temporelle annuelle. Et les crues constituent un stress pour la croissance des arbres, ce qui vient modifier dans une certaine mesure l'anatomie du cerne de croissance, ici pour l'année 1947. Et vous pouvez voir pour cette année, comparativement aux autres années, que les petites taches blanches ici, qui sont les vaisseaux qui transportent la sève de haut en bas dans l'arbre, sont beaucoup plus petits et plus nombreux que dans les autres années. 1947, c'était le proche équivalent de la crue centenale dans la rivière Arikana et au lac du Parquet. Et des études préliminaires ont montré que ces cernes de crue possédaient une relation linéaire avec le débit des rivières, c'est-à-dire que plus l'eau appliquée sur les troncs des arbres était haute, et plus le nombre des vaisseaux augmentait de manière assez linéaire, et plus le débit des rivières augmentait, plus la hauteur d'eau et d'inondation augmentait, plus la taille de ces vaisseaux diminuait. Donc ça, c'est une stratégie végétale pour parer à l'asphyxie des racines et à l'embolie gazeuse dans les vaisseaux, qui est assez bien connue. Et on peut utiliser ces relations pour créer des modèles de reconstruction statistique entre le débit instrumental d'une rivière et ses chronologies dendrochronologiques. Donc c'est ce qu'on a fait dans une première étude. On s'est attaché à reconstruire le débit ici de la rivière Arikana, qui se jette dans la baie James. La rivière Arikana est très intéressante parce qu'elle présente 102 ans continus de données hydrologiques depuis 1915, ce qui est assez unique au Canada. Et on a utilisé les arbres du lac du Parquet, que j'ai entouré en rouge ici, comme proxy du débit de la rivière Arikana. Pourquoi on n'a pas utilisé les arbres de la rivière Arikana? On aurait très bien pu le faire. D'ailleurs, on l'a fait dans une seconde étude, mais simplement, pour cette première étude, les arbres du lac du Parquet étaient plus âgés et aussi présents en plus grande quantité que sur la rivière Arikana, donc c'était plus facile pour nous de faire ce lien-là. Le lac du Parquet est situé à 85 km de la rivière Arikana. Et on va voir que la cohérence spatiale des crues est très cohérente dans une région beaucoup plus vaste que 85 km. Donc, ce qu'on a fait sur ces frênes, c'est qu'on a pris des échantillons d'ordre chronologique, soit des carottes sur les arbres vivants, soit des sections transversales sur les arbres morts. On n'a pas tué d'arbres pour cette étude. Et on est venu mesurer tout un tas de paramètres, comme ici, vous avez l'exemple de la largeur des cernes de croissance. Et puis, on a pris aussi des photos haute résolution pour digitaliser l'emprise des petits points blancs, qui sont les vaisseaux, et pouvoir les mesurer, les compter, analyser la porosité du bois, le diamètre hydraulique, ce genre de paramètres. Et on a dressé 12 chronologies dendrochronologiques, donc de paramètres. C'est les petits codes que vous avez ici. Et on a fait énormément de paramètres pour tester et vérifier si l'un ou l'autre étaient des meilleurs proxys du débit printanier. Ces chronologies donc, permettaient de couvrir les 247 dernières années, de 1771 à 2016, et chacune d'entre elles, donc qui est représentée de manière horizontale ici, présentait une association significative avec le débit moyen en mai, juin, juillet de la rivière Arikana, le débit maximal également. Et dans les analyses exploratoires, on s'est rendu compte que la corrélation la plus forte et la plus significative entre toutes ces chronologies et la rivière se trouvait pour un débit moyen du 15 avril au 30 juin. Alors, débit moyen du 15 avril au 30 juin, ça peut paraître étrange, mais au final, ça représente le débit moyen total, l'amplitude totale de l'onde de crue printanière. Et c'est ce débit-là qu'on a reconstitué. On a développé donc un modèle de reconstruction, un modèle de régression linéaire multiple sur la base des relations linéaires entre le nombre de vaisseaux, leur surface moyenne et le débit. Et ce modèle que vous avez ici, on va regarder la courbe noire, il y a une petite courbe grise ici, on avait développé deux modèles avec des techniques statistiques différentes, mais les deux étaient comparables. C'est pour ça qu'il y a un petit grisé derrière. Ce modèle capture 68% de la variance sur la période instrumentale, donc de 1915 à 2016, avec une erreur assez faible, 12 mètres cubes secondes. On ne s'attendait pas vraiment à ce résultat. Et en testant la stabilité de ce modèle, on s'est rendu compte que si on avait échantillonné seulement 5 arbres au lieu de 43, on aurait obtenu la même force de signal. Donc là, on peut imaginer que c'est le modèle un petit peu le plus complet qu'on peut obtenir avec ce type de méthode. On s'est aussi rendu compte que le proxy MVA, qui est le code pour la surface moyenne en coupe transversale des vaisseaux,
est à lui seul un proxy du débit moyen printanier et permet de capturer les extrêmes, ce que les proxys dendrochronologiques classiques n'arrivent pas à faire. Et ça, c'est une application pour les études prochaines, c'est-à-dire qu'on pourra échantillonner un nombre d'arbres plus faible et ne pas construire 12 chronologies, mais peut-être seulement développer MVA, ou le nombre de vaisseaux. Également, la reconstruction présentait une bonne association dans toutes les phases de périodicité, ici avec le débit instrumental. Ça nous indique ici qu'on peut baser des analyses un petit peu plus complètes sur la périodicité de la série et analyser les fréquences de retour de phase de débit un petit peu plus élevées ou un petit peu plus faibles, comme on va le voir ici. La reconstruction complète est donnée par ce graphique, c'est la courbe noire, et puis on a délimité par des petits points rouges les crues qui dépassent un seuil qu'on a défini comme la moyenne plus 1,5 fois l'écart type. Ça représente environ 150 mètres cubes secondes pour la rivière Araucana. Ce que cette reconstruction nous indique en termes de débit maximum atteint au printemps, donc de débit d'inondation printanière, c'est que pendant la période qui correspond à la fin du petit âge glaciaire, jusqu'en 1870-1850 environ, l'activité des inondations était très faible. Et puis à la sortie du petit âge glaciaire, il y a eu une activité assez forte dans les années 1880, avant d'observer une augmentation en fréquence et en intensité des crues de dégel printanier. Donc on a étudié la périodicité à l'intérieur de cette reconstruction. C'est un petit peu comme la courbe rouge ici, qui est une spline de 10 ans qui représente environ la moyenne mobile sur 10 années. Et vous voyez ici qu'il y a des successions de phases de débit plus importantes, puis des successions de phases de débit plus faibles. C'est ce qu'on a analysé ici par une transformation en wavelet continue. C'est comme une carte de la variance dans toutes les gammes de périodicité de la série temporelle. Et ce qu'on observe, c'est que le petit âge glaciaire était caractérisé par cette succession de phases de débit plus important, de débit plus faible, avant de transitionner vers quelque chose de plus décennal, une périodicité plutôt décennale. Et puis, en 1930, là où on commence à observer vraiment l'augmentation en magnitude et en fréquence des inondations, cette périodicité devient un petit peu plus instable. On n'a plus de poche de variance équilibrée sur la série. Donc, ces périodes de changement, la fin du petit âge glaciaire, 1850-1870, et puis les années 1930, c'est des choses qu'on retrouve dans d'autres séries paléohydrologiques, surtout pour la région du réservoir La Grande et du lac Kaniapisco, au nord ici du Québec, sur l'Arctique. Et puis dans d'autres séries dendrochronologiques du lac du Parquet, qui sont des séries de cicatrices de glace. Ce qu'on observe, c'est que à la fin du petit âge glaciaire, et particulièrement à la fin des années 30, l'activité des inondations, ici des cicatrices de glace par exemple, a augmenté de manière drastique, avec une augmentation majeure de la hauteur à laquelle on a enregistré les cicatrices de glace dans les arbres et également de la fréquence de ces événements. Et ça se retrouvait dans chacune de ces séries, même si en termes de haute fréquence, les corrélations ne fonctionnent pas toujours et parfois ne sont pas significatives entre chacune des séries, mais les périodes de changement, elles, sont similaires. Donc, des périodes de changement comme ça, similaires entre des zones géographiques assez éloignées, ça suppose des forçages climatiques et peut-être l'influence de circulation atmosphérique à plus large échelle que simplement au-dessus du bassin versant de la rivière Araucana. Et ici, on a voulu décortiquer, étudier le climat à l'origine des hauts débits printaniers. Et les résultats indiquaient que les plus fortes inondations reconstituées, en tout cas sur la période ici où on a pu mener l'analyse avec les données CRE, 1900 à 2016, les inondations printanières étaient principalement déclenchées par des hivers froids et neigeux, où la quantité de neige était importante, et avec des printemps tardifs qui arrivaient tard dans la saison et pluvieux, et ce pour une large partie du centre-est canadien. Fait que ça suppose aussi l'influence de forçage climatique sur une échelle beaucoup plus large que notre bassin versant seul. Donc on a étudié la plupart des oscillations atmosphériques qui influencent le climat en Amérique du Nord. Ça constitue un petit peu un résultat préliminaire pour diriger des études futures. Le résultat ici, c'est que les indices de circulation atmosphérique atlantique multidécadale et El Niño oscillation australe
pendant leur phase négative, étaient associés à des hivers beaucoup plus froids et beaucoup plus neigeux qu'à la normale, et des printemps également plus tardifs, donc également aux inondations les plus fortes et les plus intenses du siècle. Contrairement aux études aux proxys paléohydrologiques qui ont été développées dans la région du réservoir Lagrange, donc au Québec subarctique, et qui démontraient que les oscillations arctiques et nord-atlantiques étaient plutôt associées à des conditions de débit du printemps. Dans notre cas, la reconstruction indiquait des associations avec ces indices, mais plutôt pour des conditions de débit d'été. Encore une fois, c'est des petites différences qui nécessitent encore une fois de les étudier plus en détail, peut-être de faire des décompositions de fréquences plus avancées qu'une carte de corrélation pour une prochaine étude. Alors, c'est ici deux autres études qu'on a réalisées pour détailler la cohérence spatiale du signal d'inondation. On se doutait que les inondations déjà entre le lac du Parquet et la rivière Abitibi étaient identiques, mais identiques à quel point sur un domaine spatial plus étendu. On a analysé un domaine spatial d'environ 70 000 km² et on a échantillonné beaucoup plus largement les cernes de crues. On a pris 1200 échantillons au lieu de 43 arbres seulement. Et on s'est rendu compte que l'essentiel de ces cernes de crues prélevées dans les rivières naturelles, qui sont les petits points rouges, présentaient les mêmes années d'inondation à quelques années près. Mais en tout cas, les inondations majeures étaient synchrones entre toutes ces rivières, et non seulement entre les rivières naturelles, mais aussi entre les rivières régulées, principalement avant la période de création des barrages, et ensuite uniquement les inondations majeures après la création des barrages. C'est que ça a beaucoup d'implications parce que ça veut dire qu'on est capable d'extraire de l'information paléoclimatique sur les débits et leur variabilité naturelle, y compris dans les rivières régulées. Et bien évidemment, ces enregistrements paléoclimatiques issus des cernes de crues corrélaient avec les enregistrements des débits instrumentaux sur toutes les rivières naturelles qu'on a pu trouver. C'est les petits carrés bleus ici. On a également, dans une deuxième étude ici, envisagé de changer la manière dont on échantillonne les cernes de crues pour maximiser le signal qu'on est capable d'extraire des cernes de crues et de décortiquer les manœuvres de gestion des barrages de la dynamique naturelle en échantillonnant des contextes hydrologiques variés. Et que maintenant, on est arrivé à une méthodologie qui permet vraiment d'extraire l'historique des inondations des rivières régulées avec l'analyse de cernes de crues. C'était juste une petite parenthèse que je voulais vous présenter, parce que ça a vraiment des implications si on veut développer, par exemple, à grande échelle au Québec, un réseau d'échantillonnage de cernes de crues. Une fois qu'on avait compris la mécanique un petit peu climatique sur le dernier siècle qui générait les inondations et qu'on avait reconstruit depuis 1771 les inondations de la rivière Arikana, on a voulu reconstruire plus largement le débit sur cette même fenêtre temporelle, 1771 à 2016, et on a choisi de reconstituer la température printanière moyenne, tout simplement parce que la température a des implications sur les formes de précipitations, mais aussi sur la temporalité du dégel et sur la vitesse à laquelle l'eau contenue dans le couvert neigeux va être mobilisée pour alimenter les débits. Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné un réseau de plusieurs sites, 10 sites exactement, centrés autour du lac Abitibi, parce que le lac Abitibi possède un enregistrement de la compagnie de la baie d'Hudson qui enregistrait dans des journaux météo les données de température, de précipitation, de vent à chaque jour entre 1887 et 1935. Je crois qu'il manque que 4 années sur cette période. Et que ça encore, c'est vraiment une chance d'avoir ce genre d'enregistrement dans la région. Cette fois-ci, on n'a pas étudié l'anatomie précisément des cernes de croissance, parce que la température, mis à part quand c'est des sécheresses, la température ne constitue pas un phénomène de stress pour la croissance des arbres, mais plutôt un paramètre de fond pour la croissance. Et donc ça, on a utilisé plutôt la largeur des cernes que l'anatomie précisément. Et pour ça, on a échantillonné des pins gris carbonisés par les incendies forestiers. Et protégés par cette chape de charbon, les pins gris, comme vous avez sur la photo, peuvent persister plusieurs centaines d'années dans les forêts. Et que ça aussi, c'est une chance dans des forêts exploitées, c'est qu'on peut, à l'aide de ces échantillons, remonter le temps.
On a développé donc une chronologie de largeur de CERN développée au printemps, puisqu'on s'intéressait à la température printanière, et puis la largeur de CERN développée en fin de saison de croissance, le Lightwood ici, LW. Et on a associé l'ensemble de ces chronologies aux chronologies précédemment développées pour reconstruire le débit de la rivière Arikana. Ici, on a développé un modèle de reconstruction un petit peu plus complexe avec une approche multiproxy. Il y avait plus que 12 chronologies et on a dû construire un modèle qui prenait en compte les relations linéaires et non linéaires entre les proxys dendrochronologiques et la variabilité climatique. Et on a construit plusieurs modèles imbriqués, c'est des petites cases que vous avez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui en fait corrigent pour le fait de perdre le nombre d'échantillons plus on remonte dans le passé. Cette reconstruction capture entre 21 et 54% de la variance instrumentale sur notre période de calibration. Ça peut vous paraître faible, mais c'est quand même important en dendrochronologie. Et à ce jour, une seule autre étude a essayé de reconstituer la température moyenne printanière et obtenait des résultats similaires de l'ordre de 30% de la variance capturée. Alors pourquoi on obtient 23% et pas 68% comme avec les cernes de crue? Tout simplement parce que la température n'est pas un stress aussi intense que les inondations, parce que le nombre d'échantillons dendrochronologiques diminue avec le temps plus on remonte dans le passé. Et puis, comme je le disais, la température n'explique pas jamais dans dendrochronologie 100% de la croissance des arbres. Également, on avait un problème de diminution de stations météorologiques dans le temps sur notre période de calibration. On a utilisé les données du CRU qui sont spatialisées sur la zone d'étude et cette donnée climatique n'a pas le même nombre de données météorologiques dans toutes ces fenêtres temporelles. Mais la reconstruction est très satisfaisante et on a testé sa stabilité temporelle avec les analyses classiques et aussi en la comparant avec d'autres enregistrements paléoclimatiques, comme les séries de Berkeley ou les séries de la réanalyse du XXe siècle, qui présentaient des associations significatives avec notre reconstruction. Et dans cette reconstruction, on retrouvait les mêmes périodes de changement graduel à la fin du petit âge glaciaire et dans les années 1930-1940, avec à partir de 1940 une augmentation de la fréquence, encore une fois, et de l'intensité des printemps chauds. La persistance ici, j'ai perdu ma souris, la persistance ici de printemps chaud dans les dernières 40 années, ça contraste un peu avec le résultat précédent qui démontrait que les principales inondations historiques étaient déclenchées à la suite d'hivers neigeux et froids et de printemps tardifs, froids et pluvieux. Ici, on a plutôt le résultat qui indique que les printemps qui se réchauffent probablement changent la contribution entre la pluie et la neige dans la génération des débits. Et c'est ce qu'on va démontrer par la suite. Sur des fenêtres de 50 ans qu'on a déplacées de 25 ans dans le passé. Et la force des corrélations ici indique jusqu'à quel point on peut envisager d'utiliser la reconstruction pour documenter une région ou une autre. Ce qu'on observe ici, c'est que la stabilité est bonne jusque dans les années 1900, puis s'éteint un petit peu sur la région des Grands Lacs, autour de l'enregistrement d'Abitibi-Post, puis revient dans le passé avec la série de Berkeley. Mais on voit ici que le centre de corrélation est déplacé. Ça, ce n'est pas forcément en lien avec le fait que notre série capture de 21 à 54%. C'est surtout parce que la série de Berkeley interpole des données climatiques à des distances parfois supérieures à 500 km. Et que là, clairement, probablement que la série de Berkeley qui est disponible pour notre zone d'étude est interpolée depuis l'Ouest américain. En termes d'association avec les paramètres climatiques qui déclenchent ou qui peuvent être responsables des inondations, la reconstruction des températures montrait une association significative avec les couvertures de neige, ici en bleu, et particulièrement à la fin du printemps. Ça supporte donc que plus les printemps étaient froids et tardifs, plus la couverture de neige pouvait persister au printemps et alimenter dans une certaine mesure les crues.
Et ici, ce qu'on observe avec le Grün Runoff, c'est un ensemble multimodèle hydrologique qui a été spatialisé pour fournir des sources de comparaison de débit avec des rivières qui ne sont par exemple pas équipées de capteurs. Ce qu'on observe ici, c'est que la corrélation avec la reconstruction, qui est le petit point vert, est positive en début de printemps. Donc plus la température est chaude, plus le débit était élevé. Et puis s'inverse pour devenir négatif en fin de printemps. Donc ici, encore une fois, plus la température était faible, plus les printemps étaient froids et tardifs, plus le débit de fin de printemps était élevé. Également, la majorité des hauts débits printaniers reconstitués pour la rivière Arikana, on a comparé ça par décennie, étaient associés aux plus basses températures reconstituées sur la période. Alors, fort de cette nouvelle compréhension des mécanismes climatiques et de cette nouvelle perspective régionale des débits moyens printaniers, des inondations printanières et des températures moyennes printanières, on a voulu projeter sous différents scénarios de changement climatique le futur potentiel de ces inondations, de ces débits printaniers, sur un bassin versant qui correspond à l'ère amont de la station hydrologique de la rivière Arikana à Amos. Et que ce bassin versant ici fait environ 4000 km², 3724. Et notre idée de départ, c'était d'utiliser la reconstruction des débits et ou la reconstruction des températures pour calibrer une équation de transfert climatique sur des données réanalysées qui permettent d'aller plus loin dans le passé. Malheureusement, je pense que c'est à cause de la taille du bassin versant. La qualité des précipitations reconstituées sur le bassin versant n'était pas suffisante pour nous pour calibrer cette équation de transfert et la stabiliser pour pouvoir faire des projections. Donc on a dû changer de méthodologie et réduire un petit peu notre fenêtre de calibration sans utiliser la reconstruction. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un logiciel qui s'appelle Biosim pour spatialiser des données climatiques sur l'ensemble du bassin versant. On a créé une série pour chaque paramètre sur le bassin versant qu'on a calibré au débit instrumental et non pas reconstitué de la rivière Arikana. À partir de cette équation de transfert, on a remplacé les données de Biosim par les données de CEMIP5, qui est un programme de projection du climat. Et on a utilisé ici un sous-ensemble de 10 GCM, de 10 modèles climatiques globaux, produits par Oranos pour représenter la gamme de variabilité potentielle future en termes de température et de précipitation à l'échelle du Québec. Et ce jeu de données-là a été débiaisé spatialement pour l'utiliser justement à petite échelle. On a eu la chance de pouvoir comparer cette modélisation du futur de la rivière Arikana avec une autre modélisation qui, elle, n'utilisait pas un modèle statistique, mais plutôt un modèle mécanistique, qui est celui de l'Atlas hydroclimatique du Québec, donc qui utilise un modèle Hydrotel. Et la DEH nous a fourni, la direction de l'espace hydrique, nous a fourni la mise à jour 2022 de leur atlas hydroclimatique pour le même bassin versant et sous les mêmes conditions de modèles climatiques que ceux qu'on avait utilisés avec Oranos, pour que les deux séries soient réellement comparables. En termes d'analyse de tendance, on s'est d'abord posé la question, avant de pouvoir projeter ces trajectoires climatiques, si les données observées présentaient déjà des changements et si on pouvait déterminer la direction des changements et leur amplitude. Ce qu'on a trouvé ici, c'est que sur la période de 1915 à 2020, qui correspond à la période de données de débit sur la rivière Arikana, le débit moyen de printemps en février, mars, avril a augmenté de manière significative entre 1915 et 2020. On n'a pas pour l'instant trouvé de tendance significative dans les débits maximums, donc les débits d'inondation printanière, mais avril, en termes de débit moyen, présentait l'augmentation la plus importante de tous les débits qu'on a testés. Également, la temporalité du dégel, le break-up ici, a augmenté a diminué de 7 jours, fait qu'il était plus tôt de 7 jours en 2020 qu'en 1915. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la contribution de la neige par rapport à la pluie a diminué
Donc la quantité de neige, l'épaisseur de neige et l'équivalent en eau de neige ont tous les trois diminué sur la période, contrairement à la pluie qui a augmenté quasiment à toutes les saisons et à tous les mois, et particulièrement en intensité et en maximum. On a particulièrement étudié les phénomènes de précipitation supérieurs à 10 mm qu'on avait catégorisés comme ayant un potentiel à générer des inondations. Dans les projections, on a fait les mêmes analyses de tendance. On n'a pas pu faire les analyses de débit, mais on a fait les autres analyses climatiques. La temporalité du dégel est projetée avec cet ensemble CMIP5 environ 15 à 25 jours plus tôt que par rapport à 1971 en 2100. Donc 25 jours plus tôt, c'est presque un mois plus tôt. Et encore une fois ici, le changement dans la contribution de la neige à la contribution de la pluie dans le débit se poursuit avec presque une extinction de la quantité de neige qui approche zéro sur la période du 15 avril au 30 juin. Donc plus de chute de neige du 15 avril au 30 juin en 2100 projeté par ce modèle, et une intensité et un maximum de pluie qui augmente pour ici virtuellement chaque mois. Également important pour la génération des inondations, les mécanismes de cycle gel-dégel en hiver sont projetés à augmenter, ce qui ici va diminuer la quantité d'eau qui peut être accumulée dans le couvert neigeux au fil de l'hiver. Donc pour construire ce modèle de projection, on a développé plusieurs prédicteurs climatiques, plusieurs séries climatiques, soit des paramètres de fond comme la température, l'évaporation, la précipitation, etc., soit des paramètres un petit peu plus poussés comme les événements de pluie sur neige, le nombre de fois où le couvert neigeux dégelait et diminuait pendant l'hiver. Et on a construit un jeu de paramètres, donc 259 séries, qu'on a corrélé avec le débit instrumental de la rivière Ricana du 15 avril au 30 juin. Cette carte de corrélation, ça nous indique un petit peu les meilleurs prédicteurs potentiels, et principalement le débit du 15 avril au 30 juin était alimenté, ou en tout cas associé aux conditions du couvert neigeux en hiver, ça on s'y attendait, à l'équivalent en eau de la neige et à TAP ici, qui est l'accumulation totale de précipitations, qui est un proxy de la quantité de l'eau contenue dans le couvert neigeux, parce que dans les données CMIP5, on n'a pas cette variable SWI, cette variable de quantité d'eau contenue dans le couvert neigeux, qui est débiaisée à l'échelle du Québec, fait qu'on a dû calculer un indicateur. Le débit du 15 avril au 30 juin était également associé à la temporalité du dégel, puisque les crues printanières les plus intenses étaient liées à des dégels les plus tardifs, ça s'explique, et puis également à des paramètres comme la pluie sur neige, les événements de fonte de neige en hiver et les pluies intenses au printemps, supérieures à 10 mm, qui, dans nos analyses préliminaires, étaient les prédicteurs les plus importants du débit. On a inclus l'essentiel de ces données climatiques en excluant la quantité d'eau contenue dans le couvert neigeux, donc le SWI. On a inclus tout ça dans un modèle d'apprentissage automatique en français, c'est un modèle machine learning en anglais, qui s'appelle Random Forest, avec un classificateur Boruta ici. C'est un petit peu complexe, mais ce modèle-là a sélectionné l'importance, a fait plusieurs itérations sur des forêts de calcul, et a sélectionné les prédicteurs pour lesquels, lorsqu'on les enlevait du modèle, le modèle perdait le plus de capacité prédictive. Et on a déterminé 4 prédicteurs à même de modéliser le débit moyen du 15 avril au 30 juin de la rivière Ricana, qui était donc notre proxy de l'équivalent en eau de la neige, l'accumulation de précipitations totales, qui est calculée comme la neige qui est tombée de novembre à décembre, additionnée aux précipitations totales, donc neige et pluie, tombées de janvier à avril. C'est un peu comme un indice cumulé des précipitations comme la quantité de neige. Le moment estimé du dégel, estimé à partir de degrés de fonte jour à partir de la température, la quantité totale de pluie tombée au printemps, et puis le maximum de neige tombée en mai. Et ces 4 paramètres-là ont permis de calibrer ce modèle qui est un modèle de régression linéaire, finalement, mais avec cet algorithme de machine learning.
Et ce modèle permet de capturer 72% sur la période de calibration, ce qui est assez bien. On voit ici qu'il y a des pics de débit qui sont assez mal capturés, surtout en début de période de calibration. Et puis ça s'inverse un petit peu en fin de période de calibration. C'est plutôt les débits bas qui sont mieux capturés et les débits hauts qui sont mieux capturés plutôt que sur cette partie au départ où les débits bas et les débits hauts sont un petit peu moins bien représentés. Mais sur les périodes de vérification où on a coupé la série en deux, puis on a refait des modèles sur une demi-partie du passé et une demi-partie du présent, la stabilité temporelle était suffisante pour pouvoir envisager de projeter des scénarios climatiques. Donc, on a ensuite remplacé les données interpolées par Biosim sur le bassin versant de la rivière Arikana, et on a inclus à la place les scénarios climatiques issus de l'ensemble de 10 modèles climatiques CNUP5. Ici, c'est une figure de synthèse. On a en petite barre ici l'ensemble des valeurs prises pour une décennie, donc les valeurs de 10 ans. La petite barre noire représente la médiane, 80% des valeurs représentées par la couleur un petit peu plus foncée, et puis l'intervalle entre le minimum et le maximum. On a en bleu les données reconstruites, donc le débit reconstitué pour la rivière Arikana, les débits observés, les débits instrumentaux en vert, et puis en courbe, ici, les débits projetés sous deux scénarios climatiques qui sont RCP 4.5 et 8.5, un scénario optimiste où on diminue nos émissions à la fin du siècle, et un scénario pessimiste où la société ne fait rien pour diminuer les émissions et où le réchauffement s'accentue. On a deux courbes ici, la courbe grise et la courbe de notre modèle statistique de projection, de simulation, et puis en orange ici, le modèle de la direction de l'expertise hydrique du Québec. On voit ici que les deux modèles se suivent assez bien dans le temps, à l'échelle de la décennie. Et par rapport à la reconstruction, qui avait une variabilité assez faible, on observe que la période instrumentale présente une variabilité en maximum et en minimum plus élevée. Et ensuite, les projections climatiques ont encore une variabilité plus grande en termes de minimum et en termes de maximum. Il y a peu de différences projetées pour un intervalle de 80% des valeurs, peu de changements projetés dans les médianes et 80% des valeurs sous les deux scénarios climatiques. Les minimums de débit moyen printanier tendent à diminuer d'ici la fin du siècle sous les deux scénarios, optimiste et pessimiste, et particulièrement sous le scénario 4.5, les maximums de débit moyen printanier tendent à être projetés à augmenter sous les deux modèles, un petit peu moins sous le scénario 8.5, et j'explique pourquoi tout de suite. Quand on a vu ce résultat, on s'est demandé si cette augmentation ici dans la magnitude des débits printaniers maximum était partagée à travers notre ensemble multimodèle ou si, au contraire, certains modèles à l'intérieur des 10 étaient à l'origine de cette tendance. Donc, on a analysé la présence de tendance dans chacun des modèles, ici représenté par une petite boîte, ML pour le modèle machine learning, qui est notre modèle, et puis DEH22 pour le modèle de la direction d'expertise hydrique. On voit ici sur les deux scénarios que cette tendance projetée dans l'augmentation des débits maximum de printemps est en fait le résultat de 2 modèles sur 10 qui projettent une tendance significative. Les autres projettent plutôt quelque chose de stable, une variabilité des débits similaire à celle déjà observée sur la période instrumentale. Donc peu de changements projetés par 8 modèles sur 10 et 2 modèles sur 10 qui envisagent une augmentation des débits maximum. Alors, pourquoi ces deux modèles sont différents par rapport à l'ensemble des autres, les 8 modèles restants? Eh bien, les 8 modèles restants, enfin les 8 modèles sur 10, envisagent une compensation nette de la perte de neige par les précipitations, avec en fait un changement dans la contribution de la pluie à la génération des débits, et donc peu de variabilité différente de la période observée sur les projections. Pour le modèle A13 et GFM, qui sont les deux modèles qui présentaient une augmentation dans les maximums, ces modèles-là continuent à projeter de la neige et en fait
reproduisent un petit peu les conditions historiques qu'on avait détaillées plus tôt pour mener aux inondations majeures, c'est-à-dire les hivers froids avec beaucoup de neige, associés à des printemps tardifs et froids eux aussi, et à des pluies printanières. C'est ce que j'ai essayé de coder ici avec des petites figures qui représentaient, par exemple, les étoiles, les quantités de neige tombées en mai les plus importantes sur la période de 2021 à 2100, les printemps les plus tardifs, les printemps les plus froids, les accumulations les pluies intenses de printemps les plus importantes et les accumulations d'eau en neige, c'est notre proxy TAP, ici les plus importantes. Donc c'est un résultat quand même intéressant. Et on a voulu également comprendre si ces modèles-là pouvaient, dans une certaine mesure, projeter un changement dans la fréquence à laquelle on observe les inondations, à laquelle on projette les inondations. Malheureusement, ici, tout ce chapitre-là sur les trajectoires hydroclimatiques, c'est encore quelque chose de préliminaire. Et visiblement, les modèles climatiques ont un problème de calibration dans notre étude avec les données observées, c'est-à-dire qu'ils envisagent plus d'inondations, plus d'événements supérieurs à 150 mètres cubes secondes que sur la période observée, y compris dans la période historique. C'est que sans vraiment s'attacher au nombre d'inondations qu'ils projettent ici par décennie, on observe quand même 2 trajectoires de changement. Une trajectoire où 5 modèles sur 10 de l'ensemble multimodèle envisagent une augmentation de leur fréquence, puis une diminution d'ici la fin du siècle, pour retrouver une situation comparable à celle de la période historique. Et 5 modèles sur 10 qui envisagent plutôt quelque chose d'assez linéaire, peu de changements, en tout cas pas de changement dans la fréquence d'apparition des événements d'inondation printanière. Donc en conclusion, cette étude-là, ça a été une étude longue, une étude de 5 années pour donc mon doctorat, et ça a fourni une perspective aujourd'hui unique au Québec sur la dynamique des inondations printanières depuis la fin du petit âge glaciaire et la reconstruction des températures moyennes printanières qui est unique au Québec, mais aussi unique dans notre chronologie, même si le pourcentage de variance ne satisfait pas toujours tout le monde. On a démontré dans ces séries que la fréquence et la magnitude des inondations printanières augmentent particulièrement depuis 1930 et a commencé à augmenter depuis la fin du petit âge glaciaire, mais dans une moindre mesure que celle observée sur les dernières décennies. Que la plupart des inondations printanières étaient, je pense que je l'ai dit assez de fois, associées avec des hivers froids et neigeux, des printemps tardifs et pluvieux, et que dans les 40 dernières années et dans les projections de nos modèles et de l'Atlas hydroclimatique du Québec, le futur envisagé est plutôt un futur de changement de mécanismes à l'origine des inondations qui ne seront plus dominés par la fonte des neiges au printemps, mais plutôt par des événements de précipitations intenses au printemps. En tout cas, c'est ce qu'on constate sur la période récente et c'est ce qui est projeté par 8 modèles sur 10. Et à l'intérieur de notre ensemble, dans cette étude-là, précisément, 2 modèles sur 10 envisagent au contraire la continuation de ces phénomènes d'hiver froid, neigeux, etc., pour mener à une augmentation des inondations, qui est plus intense sur RCP 4.5 que sur RCP 8.5, tout simplement parce que le RCP 4.5 envisage plus de neige sur la période future que le RCP 8.5 où la neige s'efface complètement de mai. Par exemple, en mai, aucun modèle climatique ne projetait de neige en mai sur notre zone d'étude sous le scénario RCP 8.5. J'aimerais terminer en remerciant l'ensemble des partenaires qui ont soutenu ce projet, des partenaires scientifiques, techniques ou financiers, et notamment Ouranos. David Huard nous a beaucoup supporté pour toutes les phases du projet en termes de conseillers scientifiques. On a eu également l'appui de Marc Aubrin, Trevor Smith et Travis Logan, qui m'ont beaucoup aidé avec les scénarios climatiques. Et puis j'aimerais remercier également l'appui financier du RISC, qui a financé la fin de mon doctorat. Je remercie l'ensemble de ces partenaires et on peut passer aux questions.
Merci beaucoup, Alexandre. Excellente présentation. Je vous prierai soit de lever la main pour que pour vous permettre là, de poser votre question à l'oral, ou bien d'écrire dans le chat là, si vous voulez que je relaie vos questions à Alexandre. Et en attendant que des gens se manifestent avec des questions, Alexandre, est-ce qu'un modèle hydraulique de l'écoulement d'une rivière associé à des proxys dendroclimatiques, là, à des latitudes, longitudes bien définies, est-ce que ça permettrait d'ajouter une couche d'information à ce que tu as fait pour arriver à des résultats plus précis sur les débits reconstitués? Ou c'est une mauvaise piste? Sur les débits reconstitués, je pense que ça pourrait être intéressant donc en fait, d'utiliser la reconstruction pour calibrer un modèle hydrologique, si c'est ça la question. Non, un modèle hydraulique qui lierait un débit avec un niveau. Et là, les arbres, essentiellement, sont capables de mesurer, si je comprends bien, l'absence ou la présence d'eau au niveau de la racine. Donc, Oui. si on sait que certains arbres sont sous l'eau, d'autres ne sont pas sous l'eau, on peut dire le contour de la zone inondée, on peut le tracer, puis là, déterminer avec un modèle hydraulique quel débit permet d'inonder cette surface-là, essentiellement. OK, exact. C'est un projet qui est en cours en ce moment sur le lac du Parquet, puisqu'on imagine en fait on sait que les cernes de crue n'apparaissent que sous le niveau d'inondation. Fait que si on est capable d'échantillonner à plusieurs hauteurs sur l'arbre, on va déterminer à quelle hauteur le cerne de crue d'une année donnée disparaît, et donc déterminer à l'échelle du bassin versant la hauteur qu'avait atteinte cette inondation une année donnée. Et justement, on souhaite calibrer ce genre d'équation hydraulique pour reconstituer les débits qui menaient à ce niveau d'une année donnée. Okay. Qui préciserait vraiment la reconstruction que j'ai faite, parce que c'est ça, on pourrait atteindre le débit exact. Et en plus, le contour des inondations. Merci. Donc, j'invite les gens à poser des questions. Simon Tardy, la parole est à vous. Oui, bonjour, merci, c'était super Bonjour. intéressant cet exposé. Des beaux résultats, c'est vraiment le fun. Moi, je suis prévisionniste hydrologique chez Hydro-Québec sur la rivière des Outaouais. Ça veut dire qu'il touche, c'est juste tout à fait connexe à la rivière Aricana. Là. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se transposent bien à la rivière des Outaouais dans cette étude-là. C'est pas vraiment une question, mais c'est plus une constatation des choses. Les résultats sont quand même très bons. Là. Quand je vois les reconstitutions, c'est surprenant de voir la qualité de statistique des résultats que ça donne. Mais c'est quand même pas surprenant que ça n'aille pas beaucoup plus loin que ça, là, étant donné que les hautes crues et les hauts niveaux de crues sont drivés par deux choses en même temps. C'est quoi, des signaux un peu plus long terme climatiques comme les stocks de neige puis les quantités de précipitations, mais aussi des signaux très, très court terme de l'ordre météo là, avec des événements de précipitation très intenses à court terme. Parce qu'il faut faire la distinction aussi entre volume de crue et pointe de crue. Un gros volume de crue ne va pas nécessairement créer une inondation problématique sur un bassin versant, alors que les signaux climatiques auraient pu donner un indice qu'on va avoir une grosse crue, mais finalement, cette crue-là ne se reproduit pas. Là. Fait que c'est juste remettre en situation qu'une crue X est dépendante de plein de facteurs à la fois à long terme et très, très, très court terme, de l'ordre de quelques jours même. Là, l'horizon météorologique super court. Là. Fait que je pense que dans le futur, ça va être un peu la même chose aussi. On peut avoir des signaux sur des tendances plus lourdes là, du type climatique avec des stocks de neige puis des quantités de précipitations attendues. Mais souvent, ça prend juste un événement de précipitation intense au bon moment orageuse, pour atteindre le plateau du 150 mètres cubes secondes, par exemple, sur la rivière Aricana. De ce côté-là, je ne suis pas tellement surpris que la qualité, pas prédictive, là, mais qu'on ne s'attende pas à des gros changements dans le futur sur les crues de ce secteur-là. C'est plus une réflexion ouverte qu'une question en tant que telle, mais félicitations, c'est un très beau travail. Mais merci beaucoup. Merci pour les commentaires. Alain Maillot. Voilà, j'arrive.
Excellente présentation, vraiment très, j'imagine la somme de boulot derrière ça. Là. Ouf, c'est impressionnant. Moi, j'ai une question un peu candide. Là. J'imagine, avez-vous fait une stat qui évalue c'est quoi la fraction des maxima annuels que vous avez sur ce bassin-là qui sont au printemps versus celles qui ne sont pas au printemps? Et est-ce que cette fraction-là, vous l'avez évoluée au fil des années? Je sais que c'était plus les crues printanières qui vous intéressaient, là, mais souvent, on entend parler aussi qu'il va y avoir comme un déplacement des crues annuelles vers les crues printanières, vers les crues estivales, parce que l'été, on sait que les précipitations vont être beaucoup plus intenses. Est-ce que vous avez... Bon, je vois que vous avez... Bon, OK, parfait, je vous laisse aller. Mais merci beaucoup, c'était vraiment super. Oui, merci beaucoup. Mais c'est ça, en termes de crues sur la rivière Cana, il y a une seule année qui a enregistré une crue, un maximum annuel qui était plus élevé en automne, qui était déclenché par des précipitations en automne, mais ça, c'est le résultat d'une seule année. Et vraiment les maximums se placent au moment du printemps dans une fenêtre qui est assez courte et qui, ça va du 15 avril au 30 juin environ. Et j'ai les fenêtres des gens devant moi. Je vais essayer d'enlever. Mais c'est ça, on avait, pendant nos études préliminaires, et ça c'est quelque chose qu'on a publié aussi, on avait décomposé l'hydrogramme de la rivière Arikana en termes de maximum et en termes de temporalité du maximum, pour voir si justement la reconstruction était capable de capturer toute cette gamme de variabilité ou si au contraire on capturait uniquement certains maximums qui arrivaient tardivement au printemps. On s'attendait à ça un petit peu. En fait, la reconstruction capture bien donc les maximums qui arrivent tard au printemps, les maximums qui arrivent tôt au printemps, c'est les deux stress donc les plus intenses pour la croissance des arbres. Les maximums un petit peu modérés qui arrivent tard au printemps, on les capture également assez bien. Mais par contre, cette dernière classe ici, la classe 3, qui sont des crues de plus faible amplitude qui arrivent plus hâtivement au printemps, ça c'est le paramètre qu'on arrive moins à reconstituer. Et on s'est aussi rendu compte que cette classe de crues, donc des crues plus hâtives et de plus faible amplitude, avait dominé un petit peu une période de 1996 à 2012, si je me rappelle, alors que plus on remonte dans les données instrumentales, on n'avait pas autant cette persistance de phase. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais... Ben, pas exactement, mais c'est vachement intéressant quand même. Là. Mais je comprends que c'est la crue de printemps qui domine le portrait là, tout azimut, là, ce qui n'est pas surprenant. Vous êtes pas mal au nord. Oui, on n'a pas d'autres maximum. OK. Parce on que peut atteindre jusqu'à 350. Parce que plus au sud, on voit dans certains cas une dérive là, des crues printanières vers d'autres, mais c'est plus pour des petits bassins puis des bassins qui sont plus situés plus au sud. Là. Merci. Alexandre, en attendant qu'une autre question se manifeste, oui. Quel est le potentiel d'appliquer cette méthode-là ou ces méthodes-là sur un autre bassin versant? Est-ce que la présence de frênes noirs est suffisamment grande ailleurs au Québec ou en Ontario pour qu'on pense appliquer cette méthode-là ailleurs? Alors, le frêne noir, malheureusement, a une toute petite aire de répartition en Amérique du Nord, et c'est dommage. Mais on est en train d'analyser d'autres types d'arbres, comme les érables. On sait que ça marche aussi sur les chênes. Il y a des études au Manitoba qui ont fait ça sur des chênes à gros fruits, Cactus macrocarpa. On a essayé sur les peupliers qui poussent en accompagnement des frênes. Le signal n'est pas aussi clair et réagit notamment avec des événements de pluie d'été, des événements de pluie intense d'été, plus qu'au creux printanier. Donc on a du mal pour l'instant avec le peuplier. On a bon espoir de trouver une relation identique dans les bois des ormes et dans les bois des érables. Donc on est en train d'essayer de faire tout ça. Mais on peut trouver des frênes noirs dans une région quand même qui encercle les Grands Lacs jusqu'au Québec atlantique. Et pour l'instant, juste avec ces résultats-là, on pourrait dresser quand même un portrait assez large des cernes de crue dans les frênes noirs à l'échelle du Québec. Ouais. Merci beaucoup. Et voyant qu'il n'y a pas d'autres questions, je vais te remercier encore une fois pour l'excellente présentation.
et encourager tout le monde à te contacter si vous voulez faire un suivi avec Alexandre ou si vous avez d'autres questions. Alexandre qui Oui, avec soutiendra sa thèse de doctorat à la fin de l'été pour commencer un postdoc. Et donc, je vous encourage à le contacter si vous avez des questions sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, puis à la prochaine. Merci Alexandre encore. Merci beaucoup.